L'être humain est un être extrêmement sûr de lui, et cette qualité est particulièrement prononcée chez les personnes peu instruites et ignorantes. Cependant, plus nous absorbons d'informations sur le monde qui nous entoure, plus vite s'évanouit notre confiance en notre propre grandeur et notre puissance. Pensons aux différences d'échelle et d'organisation de l'univers. Dans un même univers, coexistent des colonies bactériennes microscopiques et d'immenses galaxies, dont l'existence, pour les deux, n'est pas entièrement comprise par l'humanité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux amas stellaires titanesques, dont l'un abrite la Terre, bien qu'elle ne soit pas située dans le plus grand. La Voie lactée, notre galaxie natale, a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière et une épaisseur d'environ 1000 années-lumière. Ces chiffres sont impressionnants au premier abord, si l'on ne tente pas de les comparer aux paramètres d'autres amas stellaires. De plus, de récentes études suggèrent aux terriens de se familiariser avec de nouvelles dimensions de la Voie lactée. Initialement, les scientifiques estimaient son diamètre à 200 000 années-lumière en 2020. Une équipe internationale d'astrophysiciens d'Allemagne, de Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis a alors stupéfié la communauté astronomique. Les calculs actuels se fondaient sur la mesure de la vitesse des étoiles peuplant les confins du disque galactique. Il s'avère que les astres de la Voie lactée dans cette région étaient beaucoup plus rapides que prévu. Il existe une limite au-delà de laquelle les paramètres dynamiques diminuent considérablement, marquant la fin de l'amas. Selon les dernières données, cette limite dans la Voie lactée se situe à environ 1,9 million d'années-lumière. Il s'agit probablement du diamètre réel de notre galaxie. Mais nous ne parlerons pas de la Voie lactée pour le moment. Au début de ce texte, nous avons mentionné la différence d'échelle. Ressentez-les pleinement. Voici IC 1101, la plus grande galaxie de l'univers à ce jour. Naturellement, il sera impossible d'éviter la comparaison des volumes. Par conséquent, la Voie lactée sera mentionnée à plusieurs reprises dans ce texte afin de mieux comprendre les échelles stellaires réelles. Pour mieux appréhender les dimensions réelles des amas stellaires, on utilise souvent des exemples imagés. Par exemple, si IC 1101 remplaçait la Voie lactée, elle engloutirait non seulement notre galaxie, mais aussi Andromède, les nuages de Magellan et le Triangulum. En d'autres termes, pratiquement tout le groupe local, qui fait partie du superamas de la Vierge. Le diamètre d'IC 1101 est de 6 millions d'années-lumière, ce qui est incroyablement grand, même compte tenu des nouvelles données. IC 1101, ce cyclopéen amas, se trouve à plus d'1 milliard d'années-lumière de la Terre et contient environ 100 000 milliards d'étoiles. Notre galaxie ne peut pas se vanter d'une telle population stellaire, ses bras spiraux ne scintillent que de 200 à 400 milliards d'astres. L'abréviation CD accompagne souvent IC 1101, et ce n'est pas un hasard. Cet indice, dans le système de Yerkes, indique que la galaxie appartient à un conglomérat supermassif entouré d'un halo de lumière diffuse. C'est probablement en raison de cette particularité qu'IC 1101, découverte à l'été 1790 par William Herschel, a été initialement classée comme nébuleuse avant d'être intégrée à la classification générale bien plus tard, en 1895, par l'astronome irlandais John Louis Émile Dreyer. Comment un aussi gigantesque amas s'est-il formé? Pour l'expliquer, nous allons nous tourner vers l'avenir de la Voie lactée, dans le bras duquel se trouve notre système solaire. Son avenir est à 90% prédestiné, dans 4,5 milliards d'années, elle fusionnera probablement avec Andromède, sa voisine 2 fois plus grande. Il en résultera un grand amas appelé l'acte Andromède, qui comprendra également les nuages de Magellan. Pourquoi avons-nous besoin de cette information? L'histoire ancienne et obscure d'IC 1101 a probablement été similaire au scénario décrit. Plus les scientifiques étudient cette galaxie impressionnante, plus ils en sont convaincus. La dernière étude détaillée d'IC 1101 remonte aux années 1990, réalisée à l'aide d'un télescope primitif de l'observatoire de Kitt Peak. Nous savons maintenant que le diamètre des galaxies de type CD dépasse de loin la taille de leur cœur, la partie la plus brillante qui émet la majeure partie de la lumière. Il est intéressant de noter que le nom de l'amas est complété par l'abréviation BCG, qui fait allusion à la luminosité éblouissante d'IC 1101. Cette galaxie est connue pour être la plus remarquable de son superamas, appelé Abell 2029. Que se passe-t-il à l'intérieur de la plus grande galaxie de l'univers? On pense qu'elle est peuplée de vieilles étoiles de la séquence principale, de naines rouges et blanches. Mais au centre d'IC 1101 se cache quelque chose de monstrueux. Les scientifiques ne se sont pas trompés en portant une attention particulière à cette immense galaxie, car non seulement elle-même, mais aussi ses composants peuvent prétendre au titre de « les plus grands ». Rappelons un fait astronomique connu, au centre de presque toutes les galaxies se trouve un trou noir dormant ou actif, et parfois même plusieurs. Les entrailles de la Voie lactée contiennent également sa propre source radioactive,
Sagittarius A, dont la masse dépasse celle de 4 millions de soleils. C'est assez peu par rapport aux autres galaxies. Devinez où se cache le trou noir le plus monstrueux de l'univers? Exactement, au centre de la galaxie IC 1101. Les astrophysiciens suspectent qu'au moment de sa naissance, c'est-à-dire lors de la fusion de nombreux amas en un seul, une situation similaire s'est produite avec les trous noirs situés dans les entrailles des amas. Ils se sont réunis pour former quelque chose d'infernal et de supermassif. Si les astronomes ont raison, le trou noir au centre d'IC 1101 pourrait surpasser le champion en titre, le trou noir au cœur du quasar TON 618, situé à 10 milliards d'années-lumière de la Terre, qui pèse plus de 66 milliards de masse solaire. Ainsi, on suppose que la masse du trou noir au centre d'IC 1101 pourrait atteindre 100 milliards de masse solaire. Il est très difficile de croire à de telles dimensions. Le cerveau humain est tout simplement paralysé par l'énoncé de ces chiffres incroyables. Mais cette étrange galaxie possède une autre propriété, un déséquilibre apparent entre la masse et la luminosité des étoiles. En termes simples, outre les géantes, les naines, les trous noirs et les autres habitants de cet immense conglomérat, IC 1101 est peuplé de quelque chose d'autre. Les astronomes pensent qu'il s'agit de la substance la plus mystérieuse de l'univers, la matière noire. Il est impossible de l'observer directement, seulement indirectement. C'est ainsi que l'existence de la matière noire a été prédite dans les années 1930, lors de l'étude d'une des galaxies du superamas de la chevelure de Bérénice. Un désaccord de masse a été détecté, ce qui signifiait que, compte tenu du nombre maximal possible d'étoiles, la galaxie devait tourner beaucoup plus lentement qu'elle ne le faisait en réalité. Il s'est avéré qu'elle contenait une part importante d'une substance inconnue, possédant une masse, mais ne se manifestant par aucun autre signe. Cette chose invisible a été appelée matière noire. Lorsque cette question a commencé à être étudiée de près, il s'est avéré que tout n'allait pas bien non plus avec l'équilibre de la matière dans l'univers. Une grande quantité de masse cachée a été découverte dans le macrocosme. Il est donc très probable que la matière noire se trouve également dans les entrailles d'IC 1101. Et la dernière chose que l'on sait actuellement sur cette immense galaxie, c'est qu'elle meurt lentement. Au sein d'IC 1101, il n'y a plus de nouvelles étoiles qui naissent. Elle vit donc en absorbant ses semblables, une sorte de cannibale cosmique. La période de déclin progressif de la galaxie est indiquée par la lumière émise, IC 1101 brille d'un or ancien, tandis que les jeunes amas brillent joyeusement de reflets bleus. Voilà tout ce que l'on peut dire sur ce monde inconnu, dont la lumière nous est parvenue après plus d'1 milliard d'années-lumière. Peut-être que cette galaxie n'existe plus aujourd'hui, et que nous continuons à étudier le reflet d'une demeure stellaire disparue depuis longtemps. L'Inde, pays des éléphants et des vaches sacrées, est devenu le seul État au monde à avoir mené une mission interplanétaire vers Mars, la moins chère de l'histoire de la cosmonautique. Le gouvernement indien a investi 125 crores de roupies dans le développement de l'engin, soit 23 millions de dollars. Le projet dans son ensemble a coûté environ 74 millions de dollars américains et a été réalisé en seulement 15 mois. L'échec de l'Europe et des États-Unis est cuisant. Mangalyaan, le nom du satellite indien, opère avec succès sur l'orbite de la planète rouge depuis le 24 septembre 2014. Mangalyaan signifie « sonde martienne ». Les Indiens ont visiblement choisi de ne pas se casser la tête avec le nom de l'appareil. La mission Mars Orbiter Mission, son nom international, a également établi un autre record. Elle est devenue l'une des rares missions à avoir réussi à se mettre en orbite autour de Mars du premier coup. Avant cela, seule l'Agence spatiale européenne avait réussi cet exploit. La planète rouge est connue pour sa perfidie. Presque toutes les sondes qui se trouvent à sa surface ou qui volent en orbite en tant que satellites artificiels sont confrontées à des problèmes récurrents, mais pas Mangalyaan. Il continue à collecter des informations sur la planète et a déjà envoyé sur Terre de nombreuses images époustouflantes. Mangalyaan pèse 1337 kg, dont plus de 850 kg de carburant. Le poids des instruments est dérisoire, environ 15 kg. L'engin est équipé d'un moteur fusée à propergol liquide, de panneaux solaires et d'une série de gadgets nécessaires à la réalisation des objectifs de la mission. En voici quelques-uns. Le MSM, un spectromètre permettant de déterminer la concentration de méthane dans l'atmosphère de Mars, dont la présence pourrait indiquer la possibilité de vie organique sur le corps céleste. Le LAB, un photomètre de 2 kg destiné à évaluer la perte d'hydrogène dans l'atmosphère de la planète rouge. Le MARSI, un instrument relativement important qui étudie la partie la plus ténue de l'atmosphère martienne. L'exosphère, le TES, un spectromètre thermique infrarouge qui aide à cartographier Mars et son sous-sol, et la MCC, une caméra optique couleur équipée de nombreux filtres, grâce à laquelle la Terre reçoit des images si détaillées et nettes. Compte tenu de la charge utile de Mangalyaan, on peut définir les objectifs de la sonde.
En orbite autour de la planète rouge, elle a principalement étudié les couches atmosphériques de Mars et sa composition minéralogique. Mangalyaan a également examiné en détail les caractéristiques de la surface martienne. L'engin indien a accompli toutes ces tâches avec succès. Il est à noter que la présence d'un ordinateur de bord sophistiqué a fait de Mangalyaan une station interplanétaire autonome capable de résoudre la plupart des problèmes par elle-même. Que la sonde a-t-elle vu sur Mars? Elle a réussi à voir beaucoup de choses que même les appareils les plus médiatisés de la NASA n'avaient pas pu voir. Commençons par le cratère Gale, une dépression de 40 km de diamètre située dans le canyon Ius-Chasma, qui porte le nom d'un pays fabuleusement riche en or et en pierres précieuses. La région martienne de ce nom ne se caractérise pas par sa richesse, c'est juste une zone désertique et rocheuse, une énorme cicatrice sur le corps de la planète. Le canyon Ius-Chasma, qui fait partie d'un réseau gigantesque de cratères et de ravins, a été photographié par Mangalyaan à une distance de 1857 km. La photo montre clairement à quel point ses parois sont abruptes et escarpées. Sa profondeur est d'environ 10 km et sa longueur dépasse 300 km. Val Marinery, elle aussi, a été immortalisée sur les photos de Mangalyaan. Il s'agit d'un système complexe de labyrinthes et de cratères qui s'étend sur 4500 km, soit un quart de la circonférence de Mars. La largeur de ce gigantesque canyon atteint 600 km, et sa profondeur va jusqu'à 11 km. En fait, il s'agit d'une fosse des Mariannes terrestres. Cette image montre une projection 3D de Val Marinery. La sonde a également pu observer d'impressionnants cratères martiens, comme l'énorme cratère d'impact situé près de Huygens, une ancienne dépression de 467 km de diamètre, apparue il y a des temps immémoriaux. La caméra de Mangalyaan a également pris des photos du cratère Gale et de Koprat-Chasma. Le portrait de notre voisin poussiéreux serait incomplet si la sonde n'avait pas envoyé sur Terre une photo du plus haut sommet du système solaire, l'Olympus Mons. Sur cette photo, il est difficile de voir les détails et d'imaginer les dimensions réelles de la montagne, mais remarquez que les roches voisines semblent être de pâles collines en comparaison. Sur la photo 3D, la puissance de l'Olympus Mons est beaucoup plus perceptible. Cette montagne martienne est un volcan éteint dont la hauteur atteint 26 km depuis sa base. Si on le compare au plus grand volcan terrestre, on est pris d'une certaine appréhension. Son diamètre est de 540 km, toutes les parties du globe terrestre ne peuvent pas se vanter de telles dimensions. Sa seule caldeira atteint 85 km de diamètre. Au sommet de l'Olympus Mons, l'atmosphère est presque inexistante, un vide technique où la pression n'est que de 2% de la pression de surface. À titre de comparaison, sur l'Everest, ce chiffre approche les 25%. Mais intéressons-nous aux objets qui semblent plus petits à côté des dimensions de Mars. Par exemple, Mangalyaan a réussi à capturer le moment unique du passage du minuscule Phobos devant le géant Mars. On ne peut que dire que c'est un décor digne de ce minuscule insecte. Voici une autre image remarquable, le volcan bouclier Arsia Mons. Le diamètre de cette montagne, située au sud-ouest de l'Olympus Mons, est de 435 km, et sa hauteur est légèrement inférieure à celle de la montagne des dieux, 19 km. La caldeira d'Arsia Mons est encore plus vaste, 110 km de diamètre. On pense que la montagne est constituée de grottes formées après d'importants effondrements. Voici une autre image d'Arsia Mons, à côté de nuages de vapeur d'eau. Mangalyaan n'a-t-il fait que photographier les détails de la planète et n'a-t-il jamais pris de photos complètes de la planète? Bien sûr que non, il existe également des portraits complets de Mars. On voit clairement la calotte polaire de l'objet céleste, nichée sur l'un de ses pôles. Sur cette photo, on peut voir l'atmosphère de la planète. Mais tout a une fin. Nous quittons la mission indienne, prouvant clairement que l'Europe et les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir de la poudre dans leur poudrière. Si certains d'entre vous se demandent pourquoi cette sonde est nécessaire à un pays pauvre englouti dans les déchets, voici les propos d'un responsable indien. On entend souvent dire qu'un pays pauvre n'a pas besoin d'un programme spatial et ne peut pas se le permettre. Mais si nous n'osions pas rêver de grandes choses, nous serions toujours une nation qui coupe du bois et puise de l'eau. L'Inde est aujourd'hui trop grande pour rester à l'arrière-garde des hautes technologies. Ressentez-vous des capacités créatives? Si oui, c'est parfait, car vous allez devoir beaucoup solliciter votre imagination. Imaginez, vous êtes assis dans votre fauteuil préféré, sur le point de regarder votre série ou une vidéo du télescope Hubble, quand soudain vous ressentez une étrange vibration et un grondement assourdissant qui augmente progressivement. Un tremblement de terre? Un tsunami? Votre voisin a décidé de faire de la gymnastique? Rien de tout cela. Un énorme objet s'écrase sur Terre à cet instant précis,
destiné à mettre fin à la civilisation humaine en un instant, en détruisant tout ce qui nous est cher. Ne vous précipitez pas pour paniquer ou hausser les épaules avec scepticisme, ce n'est qu'un des scénarios possibles qui attendent la Terre. Comme les autres planètes, elle n'est pas à l'abri des catastrophes globales. On peut aller plus loin et imaginer ce qui se passerait si, à cause d'un événement quelconque, tous les membres du système solaire quittaient leurs orbites et se retrouvaient à proximité les uns des autres. Que pensez-vous de cette situation et à quoi s'attendre? Tout d'abord, rappelons-nous l'histoire de la formation du couple Terre-Lune. D'où vient la deuxième participante au duo? Elle n'a pas accompagné notre planète depuis sa création. Il existe de nombreuses théories, mais l'une d'elles est la plus probable, une ancienne catastrophe qui a donné naissance à un nouvel astre. Le fait est que l'hypothèse de la capture de la Lune par la gravité terrestre ou de la formation parallèle des deux objets à partir d'un même nuage protoplanétaire ne résiste pas à la critique. Le fait que la Terre et la Lune soient faites du même matériau a conduit les scientifiques à élaborer le scénario suivant: à un moment donné de son histoire, un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la jeune Terre sans défense. Les astronomes lui ont même donné un nom, Theia. Suite à cet impact géant, les débris restés sur l'orbite terrestre ont formé la Lune, sans laquelle les humains ne peuvent imaginer le ciel nocturne. Il est vrai que certains physiciens affirment que l'objet qui a percuté la Terre naissante était beaucoup plus grand qu'elle, mais cela n'a pas d'importance pour le moment. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a longtemps que nous n'avons pas vu de telles collisions. Il est peut-être temps de s'inquiéter. À l'instar des pandémies qui semblent survenir régulièrement tous les siècles, certains pensent que la Lune se trouvait à l'un des points de Lagrange du système Terre-Soleil, mais qu'elle a ensuite dévié de sa trajectoire en passant sur une orbite erratique et s'est écrasée sur la Terre nouvellement formée. Qu'est-ce qui empêche les planètes du système solaire de se trouver à proximité dangereuse les unes des autres, provoquées par un événement ou une perturbation gravitationnelle qui les aurait fait dévier de leur trajectoire? Un événement d'impact, en d'autres termes, des collisions d'objets massifs entre eux, entraînent de nombreux désastres et des changements destructeurs. En effet, à la suite d'une chute et d'une explosion, des incendies se déclenchent, des tsunamis de plusieurs kilomètres de hauteur se forment, et des tremblements de terre d'une intensité sans précédent surviennent, dépassant les 9 degrés de la magnitude habituelle. Un astéroïde de 30 km de diamètre, tombant soudainement sur Terre, peut entraîner ces conséquences. Une collision de planètes de taille et de masse égale menace non seulement la destruction de la vie, mais aussi la destruction des corps célestes eux-mêmes. Que dire d'une catastrophe spatiale de masse? Bien sûr, un tel scénario est extrêmement improbable. Nous pourrions plutôt être menacés par une planète errante, une exilée d'un système stellaire lointain. Les chercheurs de l'université de Leiden, aux Pays-Bas, ont calculé que la plupart des planètes sont des vagabondes sans foyer dans la Voie lactée. Ce chiffre pourrait atteindre 100 milliards. Le risque est donc assez important, plus important que la collision de la Terre avec Mars, Jupiter, Mercure et les autres voisins autrefois pacifiques. Cependant, deux objets peuvent parfaitement coexister sur la même orbite pendant des milliards d'années sans se percuter. Saturne et ses satellites Janus et Épiméthée en sont un exemple frappant. Leur danse dure une éternité. Les corps échangent leurs orbites à tour de rôle, sans se nuire l'un à l'autre. Il est surprenant que la distance entre les trajectoires de ces objets soit seulement de 50 km, une distance ridicule à l'échelle cosmique. Mais ce voisinage est plutôt une exception qu'une règle, car il est trop dangereux. On dit que dans le système lointain KOIL 732, 4 planètes tournent sur la même orbite. Vous vous souvenez des rumeurs concernant la Terre et un objet appelé Phaéton? On suppose que les corps célestes de ce système stellaire sont dans une relative stabilité, car ils occupent 2 points de Lagrange sûrs, désignés par les indices L4 et L5, ce qui exclut la possibilité d'une collision. Ou plutôt, cela la repousse à une date indéterminée. Cependant, si l'on suppose que le système solaire se transforme soudainement d'un système ordonné en un système chaotique et que les planètes commencent à se percuter, à quoi faut-il s'attendre? On ne peut rien dire de bon. Au début, les planètes tenteront de s'adapter à l'orbite terrestre spacieuse, longue de 940 millions de kilomètres. Mais bientôt, les voisines en auront assez de ce manque d'espace, et les querelles cosmiques commenceront. Chacune voudra conquérir sa propre orbite. La Terre, quant à elle, se rapprochera considérablement du Soleil, ce qui rendra les conditions de vie impossibles. Les pauvres restes de l'humanité se réfugieront dans les catacombes et les bunkers climatisés. Une grave pénurie d'eau et d'autres joies de la vie sur une planète méthodiquement incinérée par sa propre étoile apparaîtront. On peut cependant emprunter de l'eau aux géantes glacées qui dégèlent progressivement, mais il est peu probable qu'elle soit potable. De nombreux paramètres familiers changeront, le nombre de jours dans l'année, les indices gravitationnels et l'image du ciel.
Un chaos incroyable s'installera, sans aucun espoir de rétablissement de l'ordre précédent. Mais ce n'est pas le seul scénario possible. Dans un autre cas, la Terre sera projetée loin de son orbite et se transformera en une planète solitaire comme celle dont nous avons parlé plus tôt. Dans ce cas, les choses sont encore pires, toute vie sur la planète gèlera inévitablement, et cette belle Terre se transformera en une boule de glace morte. Si la planète est éjectée de son orbite et fonce directement vers le four solaire incandescent, tout se produira à l'inverse, elle fondra dans ses entrailles mortelles. Nous ne savons pas ce que vous en pensez, mais nous ne sommes pas très heureux de ces perspectives sombres. De plus, les astronomes ont récemment effectué des calculs de plusieurs mois à l'aide du superordinateur Cray XC30 et, après avoir fait tourner l'histoire du système solaire 5 milliards d'années dans le futur, ont découvert que l'instabilité finira par atteindre ce mécanisme bien rodé. Cela commencera par Mercure, qui s'écroulera en premier soit sur Vénus, soit sur le Soleil. La modélisation s'est avérée un processus tellement complexe que sur un ordinateur ordinaire, les calculs auraient dû durer 2 siècles. Il semble que ce n'est pas pour rien que les astrophysiciens organisent des exercices et élaborent différents scénarios d'Armageddon. En effet, outre l'instabilité hypothétique des orbites, 74 objets extérieurs sont actuellement inscrits sur la liste des corps célestes menaçant la Terre. Espérons que les astronomes se contentent de se prémunir contre tous les risques, mais un sentiment désagréable persiste. La question de savoir ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule, peut s'appliquer à de nombreux domaines de la vie humaine, ainsi qu'à l'illustration de phénomènes controversés dans l'univers. Notre foyer global, dont les origines font l'objet de vifs débats scientifiques, serait apparu, selon la théorie officielle, d'un point de singularité et existerait depuis environ 14 milliards d'années. Mais ces dernières années, les scientifiques sont beaucoup moins certains qu'avant. En ce qui concerne l'âge de l'univers, des preuves suggérant que notre monde est beaucoup plus ancien sont apparues de plus en plus fréquemment. Par exemple, l'étoile Mathusalem, un aîné cosmique, s'est avéré être plus âgé d'1 milliard d'années que l'univers lui-même, ce qui est en principe impossible. Il n'est pas surprenant que les astronomes ne puissent pas expliquer cette contradiction. La singularité n'est pas non plus sans problème. La théorie orthodoxe affirme que tout a commencé par elle, mais est-ce vraiment le cas? Tout d'abord, répondons à la question de savoir ce qu'est la singularité et s'il est possible de se la représenter, même de loin. Le mot vient du latin singulari, qui signifie « particulier ». Ce concept est utilisé avec succès en mathématiques, en philosophie et dans d'autres domaines scientifiques. Il existe notamment l'expression « singularité technologique », qui désigne un état hypothétique du progrès se déplaçant si rapidement qu'il échappera progressivement à notre compréhension. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons à la singularité cosmologique, comme point de départ de la naissance de l'univers. Disons tout de suite que c'est un phénomène tellement étrange et insaisissable que les tentatives de l'expliquer en termes simples semblent assez lamentables. En bref, c'est un point où tous les paramètres physiques, température, densité, énergie, tendent vers l'infini. Les lois qui nous sont familières n'y fonctionnent pas, et par conséquent, leur interprétation et leur prévision perdent tout leur sens. C'est à partir de ce point, selon la théorie du Big Bang, que tout ce que nous voyons actuellement est apparu, y compris la Voie lactée, le système solaire et l'humanité dans son ensemble. Aujourd'hui, nous allons essayer de soulever le voile du temps, ou plutôt de le remonter, et de découvrir ce qui s'est passé avant le Big Bang. Il y a une dizaine d'années, une telle question était considérée comme le summum de l'ignorance, car les adeptes de la singularité n'admettaient même pas l'idée que tout ce qui existe puisse être apparu d'une autre manière. Formuler une telle hypothèse équivalait à admettre que 2 fois 2 ne font pas 4. Aujourd'hui, certains scientifiques osent parler de l'absurdité même du concept de singularité, bien que Stephen Hawking ait prouvé la possibilité de son apparition dès 1967. Alors, y avait-il un garçon? Réfléchissez, presque tout ce qui nous entoure a un passé, l'homme, les animaux, les civilisations disparues depuis longtemps, la planète Terre, le Soleil et d'autres étoiles, d'immenses galaxies et nébuleuses. Mais notre univers a-t-il un « hier » ? Quelque chose existait-il avant le Big Bang, et quel rôle la singularité a-t-elle joué dans ce passé? La grande majorité des astronomes pensent qu'il n'y avait rien avant le Big Bang, absolument rien. En d'autres termes, rien n'a engendré tout. Notre vie quotidienne nous montre l'absurdité de cette hypothèse, car il est impossible de fabriquer une chaise à partir de rien. Néanmoins, les astronomes affirment que dans ce vide, il n'y avait pas seulement de particules, mais aussi que l'espace et le temps eux-mêmes étaient absents. Il est presque impossible d'imaginer cela. C'est pourquoi les scientifiques ont entrepris des expériences. Des boîtes spéciales ont été construites,
dont la température a été abaissée à près du zéro absolu, la limite infranchissable dont nous avons parlé dans l'une de nos précédentes émissions, et le nombre de particules a été réduit au minimum. Les astrophysiciens ont ainsi essayé de recréer ce « quelque chose » qui a donné naissance au Big Bang. Il s'est avéré que dans ce vide apparent, certains processus peuvent encore se produire, capables de provoquer un phénomène aussi extraordinaire que la singularité. Mais la plupart des scientifiques ne croient toujours pas à la naissance de l'univers à partir du néant, considérant le Big Bang comme une catastrophe exceptionnelle, mais sans lui attribuer le rôle de créateur de tout ce qui existe. Certains astronomes émettent l'hypothèse que la collision de deux conglomérats a provoqué l'explosion et a donné naissance à une superformation unique. Un exemple simple, la future fusion d'Andromède et de la Voie lactée pour former un produit final, la gigantesque lacte Andromède. Mais l'hypothèse d'une sorte de « mère » de notre univers, qui existait avant l'apparition de la singularité et du Big Bang, est particulièrement populaire. Les cosmologistes britanniques soutiennent cette hypothèse, affirmant que le Big Bang n'a pas été le début, que l'orientation de l'espace a simplement changé au moment de la détonation. Comme l'a dit David Sloan de l'université d'Oxford, ce n'est pas la physique qui s'est brisée, mais la carte du monde. On ne peut pas mieux dire. À quoi ressemblait ce monde étrange, ancêtre de notre univers, et qu'est-ce qui a engendré cet amas de densité et d'énergie infinie, cette singularité mystérieuse et inexplicable? La perplexité des scientifiques n'est pas surprenante, car nos représentations et nos prévisions sont basées sur des lois et des postulats physiques, et en cas d'énergie extrêmement élevée, elles cessent de fonctionner. Diverses hypothèses ont été émises, et feu Stephen Hawking rejetait carrément ces discussions comme étant absurdes, préférant croire en l'absence totale de quoi que ce soit avant le Big Bang, rien ne peut être plus au sud du pôle sud. Et pourtant, les spécialistes d'Oxford ont atteint un certain degré de certitude sur la question, en créant un modèle informatique de l'univers avant et après l'explosion. Ils ont opté pour une approche non triviale, en supposant ce qui suit, si, étant à l'intérieur de notre propre macrocosme, nous ne sommes pas en mesure de mesurer précisément ces paramètres et de les comparer à quelque chose, cela signifie que les lois physiques et autres postulats ont un caractère relatif. Ces prémices ont été intégrées au programme, dans lequel a été placée une simulation d'un univers sans dimension. Les résultats de la modélisation ont stupéfié tout le monde. L'algorithme chronologique a montré que le Big Bang n'est qu'un des points d'une droite infinie, et qu'il n'a pas été engendré par la singularité, mais par une autre structure que les astronomes ont appelée l'univers Janus. Pourquoi ont-ils utilisé le nom de ce dieu à deux faces? Simplement parce que la matière dans la formule a été remplacée par l'antimatière, une copie inversée des particules existantes. Le résultat est un univers miroir, similaire à celui inventé par Lewis Carroll, où le temps s'écoule à l'envers et où règne une inversion totale. Il s'avère que l'apparition d'antiprotons, d'antihélium et d'antineutrinos dans notre monde est une simple fuite. La singularité n'est qu'un mythe, une projection de l'expansion de l'univers qui nous est montrée depuis des décennies, une simple fiction. Échec et mat aux orthodoxes. Il est extrêmement difficile d'imaginer à quoi ressemble ce monde grotesque et inversé. Mais s'il est habité, ses habitants ne ressentent probablement aucun inconfort, car le temps s'écoule pour eux de manière habituelle, puisqu'il est élémentairement impossible de comparer cet indicateur à quelque chose. Déçus immédiatement, nous ne pourrons pas communiquer avec eux, car nous sommes le passé l'un de l'autre. Bien sûr, ce n'est pas la seule hypothèse sur l'apparition de l'univers. Certains astrophysiciens sont partisans de la théorie selon laquelle notre monde est né des profondeurs d'un trou noir monstrueux, où la matière s'est effondrée, puis s'est soudainement dilatée, ce qui a provoqué le Big Bang. De plus, l'expansion de notre univers déclenchera l'apparition infinie de nouveaux mondes, et ce processus ne s'arrêtera jamais. Il est remarquable que les prémices de l'apparition de nouveaux univers soient observées par les astronomes dans le fond diffus cosmologique, et qu'elles apparaissent maintenant comme des anomalies lumineuses, précurseurs de nouveaux Big Bang. Quelle que soit la théorie qui s'avère vraie, une chose est claire, comme le disait Socrate à son époque, nous savons que nous ne savons rien. Mais rien ne nous empêche de rêver. Si vous avez vos propres versions de ce qui s'est passé avant le Big Bang et de l'existence ou non de la singularité, partagez-les. Quelle est la véritable nature de l'univers? Pour répondre à cette question, l'humanité a inventé de nombreuses théories. Le monde doit être organisé et mis en forme dans des cadres étroits. C'est une partie intégrante de la connaissance humaine du monde environnant, la simplification, l'adaptation aux théories scientifiques existantes, ou, si les anciennes théories ne nous conviennent plus, la création de quelque chose de complètement nouveau. Plus nous en apprenons sur l'univers, son organisation et ses lois, plus nos théories scientifiques, conçues pour l'expliquer,